avec honneur que nous allons tous nous lever pour commencer avec la cérémonie avec l'hymne national. De la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Cette journée, qui est célébrée à travers le monde, a été conçue par rapport aux revendications qui ont commencé dans l'usine textile en 1857 par les ouvrières américaines dans une usine textile, parce que cette dernière était mal vue. On ne le payait pas. Elle travaillait comme son collègue homme, mais par contre, elle n'était pas rémunérée comme il se doit et elle n'avait pas le droit de revendiquer quoi que ce soit. Alors, ces dernières, ils ont pris le courage, c'était en 1857, elles ont pris le courage de sortir, de commencer à faire du bruit, de faire des revendications par rapport à leur statut. Et ces femmes ont été tués à l'époque parce qu'ils ont osé faire cette revendication. Et les femmes ne se sont pas tues, elles ont continué à travers le monde pour continuer cette bataille que les amis de l'Amérique avaient commencé. Donc, au XXe siècle, les femmes, le combat, la lutte a quitté, s'est répandu à partir des États-Unis, s'est répandu jusqu'en Europe. Et en 1910, la création d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois de la conférence internationale de femmes socialistes par Clara Zetkin. C'est une femme européenne qui a fait une déclaration pour la première fois en 1910 pour que la journée, qui est une journée réservée aux droits des femmes, où les femmes doivent se mettre ensemble, doivent revendiquer leurs droits, doivent faire le bilan de tout ce qui s'est passé à travers l'année, enfin de voir comment est-ce qu'elles vont améliorer leurs droits, leur statut devant leurs collègues hommes. Et à ne pas d'abord fixer jusqu'en 1900, donc la date n'était pas encore fixée jusqu'en 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, ces femmes ont encore revendiqué leurs droits et en 1945, la journée internationale devient une tradition dans le monde. Donc, à partir de 1945, dans le monde, on a eu quand même à célébrer, à organiser une journée internationale des femmes. Mais là, la date de 8 mars n'était pas encore fixée. Donc, il y avait seulement une journée pendant l'année où les femmes pouvaient se mettre ensemble pour réfléchir par rapport à leur statut. Et en 1977, il y a eu la journée internationale des femmes
le 70e journée internationale de la femme, donc pendant que les femmes ont commencé depuis 1957, il y a eu des jours et des jours que les femmes se mettaient ensemble pour réfléchir par rapport à leur statut, par rapport à leurs revendications. Et il y a eu au moins 70 fois que ces femmes-là se sont mises ensemble par des réunions de conférences internationales pour revendiquer, se faire entendre par rapport à leurs revendications. Mais cette année-là, en 1977, il y a eu une conférence internationale organisée par les Nations Unies où on a demandé à ce que les États puissent se convenir enfin qu'il y ait cette journée de 8 mars pour célébrer le droit à la liberté de la femme. La Nations Unies réunie en séance plénière de son Assemblée générale le 16 décembre 1977 et a demandé à tous les pays de la planète de créer une journée favorable à l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme et de leur participation sur le pied d'égalité au développement social. Et il y a eu une résolution qui a été signée à l'époque, c'était la résolution 3242, qui a invité à tous les pays du monde de se mettre ensemble, de créer cette journée qui soit officielle pour la revendication des droits des femmes. Et en 1995, il y a eu une déclaration à Beijing, en Chine, où on a constitué au moins une feuille de route portée l'historique. Il y a eu au moins 189 gouvernements qui ont pris part à ces assises pour décréter officiellement, et il y a eu un traité qui a été signé par rapport à la journée internationale de femmes, qui a fait qu'aujourd'hui, nous continuons à célébrer cette journée par rapport aux revendications, par rapport aux femmes qui se sont données, qui ont même donné de leur vie pour que cette journée de 8 mars que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, chaque année, que ça soit effectif. Et la RDC était parmi aussi les 189 gouvernements qui étaient là, qui a signé aussi les traités de droits de la femme. Et jusqu'aujourd'hui, le traité a été signé, mais sur le plan de l'application, c'est encore sur la machine, parce qu'on n'arrive pas, chaque année on dit 12%, 17%, ainsi de suite. Les chefs des gouvernements, ils sont en train de faire des discours pour demander à ce qu'on puisse intégrer la femme dans les sphères décisionnelles, dans le gouvernement, dans les entreprises partout, qu'il y ait au moins 30% de femmes. Pendant que la Constitution est là, qui a été conçue depuis 2006, où on parle de 50%, 50%, que la femme doit aussi participer dans des institutions à 50%. Mais on voit que la discrimination continue, donc la lutte doit continuer. Nous sommes là pour continuer à ce que, jusqu'à ce que le gouvernement va accepter de nous donner aussi 50% dans les sphères décisionnelles. Donc, aujourd'hui, la date du 8 mars est fixée à travers le monde pour que chaque pays puisse célébrer cette journée où, moi j'ai toujours appelé ça l'indépendance de la femme, parce que c'est à partir de cette journée-là, du 8 mars, que les femmes ont eu le droit de vote, ont eu le droit de travailler, ont eu le droit d'étudier comme leurs collègues hommes. Ils ont été acceptés en tant qu'être humain par rapport à son collègue homme, pour travailler en synergie et faire tout ce qu'un homme peut faire à travers cette journée du 8 mars. C'est pourquoi nous l'appelons toujours, c'est une journée d'indépendance de la femme, où la femme a été compris que c'est un être humain plutôt à part entière,
et que cette femme doit travailler aux côtés de son collègue homme pour le développement de son pays, le développement de ce qu'elle est en train de faire. Nous voyons, il y a des dates clés que j'ai à relever ici par rapport à l'historique du mois de la femme. Il y a, en 1913, il y avait les femmes de la Russie qui ont organisé des rassemblements clandestins. Parce qu'à l'époque, si vous faites des rassemblements comme ça, les femmes, on risque de vous arrêter, de vous torturer. Alors, ils étaient en train de s'organiser d'une manière clandestine pour préparer leurs revendications et faire leurs révolutions. Et en 1914, les femmes réclament le droit de vote en Allemagne. Ça, c'était au niveau de l'Allemagne. Les femmes ont fait aussi leurs revendications pour qu'on puisse leur accepter le droit de voter. Et en 1915, à Oslo, les femmes défendent leurs droits et réclament la paix. Donc, à cette époque-là aussi, à Oslo, les femmes se sont mises ensemble pour revendiquer leurs droits, revendiquer qu'ils puissent avoir la paix là où elles travaillent, partout à travers le monde, qu'elles puissent circuler dans la paix. En 1917, à Saint-Pétersbourg, les ouvrières manifestent pour réclamer le pain et le retour de leurs maris partis au front. Donc les maris qui étaient partis au front, les femmes étaient restées délaissées. Alors ces femmes ici se sont mises ensemble, c'était les femmes des militaires qui se sont mises ensemble pour revendiquer qu'on leur donne les pains, qu'on leur paye à la place de leurs maris qui étaient partis au front parce qu'elles étaient restées délaissées. En 1981, il y a l'Étine décrète le 8 mars, journée de femmes en souvenir des ouvrières de Saint-Pétersbourg de la France. Donc, voyez comment l'évolution, les femmes, il y a eu des dates clés, comment est-ce que les femmes se sont mises ensemble pour revendiquer. Et en 1977, les Nations Unies officialise la Journée internationale de femmes. En 1982, le statut officiel de la femme en France, donc c'est parti des États-Unis, de la France, et en 1985, la RDC aussi signe le traité pour officialiser la Journée internationale de la femme. Donc, voilà un peu à ce qui concerne l'historique du mois de la femme. Et je vais vous brosser brièvement par rapport aux objectifs de la CDHF, donc de la communauté pour la dignité et l'honneur de la femme. Nous avons l'objectif global, d'abord c'est la promotion, la défense des droits de la femme et pour le développement. Ça, c'est l'objectif global, donc de promouvoir. C'est pourquoi vous voyez même là-bas, sur cette affiche, nous avons écrit « Promouvoir, défendre la dignité et l'honneur de la femme est notre affaire ». Donc, l'objectif global de la CDHF, c'est d'abord de promouvoir, de défendre la dignité et l'honneur de la femme. Et les objectifs spécifiques sont élaborés de la manière, à savoir, premièrement, donc, les rassemblements autour des actions de reconstruction nationale et internationale des femmes pour produire individuellement ou collectivement le bien et les services nécessaires au développement. Donc ici, nous voulons que les femmes, qu'on puisse se mettre ensemble, que nous puissions faire des actions, mener des actions ensemble, afin que notre bataille puisse être reconnue au niveau national et au niveau international. C'est vrai que c'est déjà reconnu, mais nous devons toujours marteler, nous devons toujours faire des lobbying pour que nos revendications arrivent à porter des fruits. Parce que jusque-là, nous sommes, vous voyez, le gouvernement Ilukamba, il y avait 17% de femmes. Et que le président a demandé à ce que dans le nouveau président, qu'il y ait au moins 30%. C'est reste à savoir, est-ce qu'on va respecter, parce que la Constitution déjà parle de 50%. Donc nous sommes toujours dans la lutte, on ne peut pas baisser les bras tant que nos objectifs ne sont pas encore atteints. Il y a aussi
promouvoir la femme pour le bien-être social, biens et services nécessaires au développement. Donc, nous devons toujours nous battre pour promouvoir la femme en ce qui la concerne, pour d'abord son bien-être, le bien et services. Donc, ce qu'elle est en train de faire, nous devons faire en sorte qu'elle puisse le faire encore beaucoup plus mieux, parce que nous voyons aujourd'hui, il y a des femmes qui se réveillent, qui vont vendre le pain, qui sont dans les petites et moyennes entreprises, mais nous devons chercher à ce que ça puisse être bien structuré, bien canalisé, même si elles ont besoin de revendiquer quelque chose, que ça puisse passer dans les structures bien organisées pour se faire entendre. Lutter contre la pauvreté. Donc, comment est-ce que la femme peut lutter contre la pauvreté? Nous devons nous mettre toujours ensemble, nous les femmes, savoir ce que nous pouvons faire, chercher à ce que nous puissions aller auprès des bailleurs de fonds et tout, les gens qui vont nous donner des formations, comment améliorer notre façon de faire des choses, notre façon de nous battre sur le terrain, notre façon d'organiser nos petites et moyennes entreprises. Donc, à cela, nous allons arriver à lutter, à éradiquer la pauvreté. La faculté des sciences politiques. Elle va nous parler sur l'épanouissement, sur l'apport de l'ONI, allais-je dire, sur l'apport de l'ONI à l'épanouissement, dans l'épanouissement de la femme congolaise. Madame Catherine, vous avez la parole. Tandis qu'à l'homme, si on lui dit d'aller faire la politique, c'est très facile. Mais nous, on va commencer à réfléchir aux réunions de nuit, aux missions qu'on va faire avec les hommes, quand on ira en mission, les hôtels dans lesquels on va dormir, et ça commence à poser problème. Déjà dans votre tête, avant de prendre la décision, vous avez déjà un pas d'avance vers l'échec. N'est-ce pas? Je vais mieux l'expliquer à travers l'élément que je vais prendre ici. Nous voulons un leadership féminin dans un monde égalitaire. Pourquoi on a pris ce thème? C'est parce que, au fait, le thème en lui-même a un plaidoyer. Il y a eu un constat qui a été fait, c'est que dans les pays où il y avait des femmes chefs de gouvernement, l'Allemagne, ainsi de suite, la Covid a été gérée autrement. Et avec une petite touche féminine qui a fait que, à travers le monde, le constat est que dans les pays où les femmes sont à des postes élevés de responsabilité et ont été impliquées dans la gestion de la Covid, c'était mieux. Mais quand on regarde à travers le monde, on a combien de femmes chefs d'État? Combien de femmes chefs de gouvernement? Elles sont moins nombreuses. Alors on dit, si on prenait le leadership féminin, dans un contexte de la Covid, bien sûr, mais qu'on faisait en sorte que les femmes occupent davantage de postes de responsabilité au moment où on gère la Covid, on pense que ça aurait été géré autrement. C'est le plaidoyer qu'incarne ce thème. Et nous, on le saisit pour dire, au-delà de la Covid, mais pendant que nous sommes dans la Covid, il y a des gouvernements qui se forment, n'est-ce pas? Chez nous, c'est bientôt. Donc, pensez aussi à nous. Et moi, je dis, ne disons pas les hommes, mais citons chacun selon ses responsabilités. Prenez-nous les femmes, vous chefs de gouvernement, ça veut dire le chef de l'État, c'est le Premier ministre, c'est l'Assemblée provinciale, ce sont les chefs des partis politiques, ce sont les sénateurs, c'est eux qui ont le pouvoir réel au fait, qui désignent et qui font les listes, qui disent tel ou tel va partir. Mais d'autre part, parfois nous nous battons à côté. Je suis dans des groupes où il y a plusieurs femmes. Bonjour. Il y a plusieurs femmes qui se battent en ce moment pour avoir de l'espace au niveau du gouvernement. Nous nous battons dans les groupes WhatsApp. Nous faisons des commentaires dans les groupes WhatsApp. Est-ce que le président de la République nous a entendus? Le Premier ministre nous a entendus. Les chefs des partis politiques nous ont entendus. Et dans les groupes WhatsApp, parfois, c'est la bagarre entre nous comme pas moyen. On a touché à l'UDPS, les femmes de l'UDPS sont fâchées. On a touché au MLC, les femmes de l'UMLC sont... Et ça se termine dans le groupe WhatsApp. On se tiraille dans tous les sens et puis ça s'arrête là. Ensuite,
On ne va pas vers les chefs des partis politiques pour faire notre plaidoyer collectif. On ne va pas vers le Premier ministre pour faire notre plaidoyer collectif. On ne va pas vers le chef de l'État pour faire notre plaidoyer collectif. Mais on fait notre plaidoyer entre nous. Parfois, on vient, on est femme. C'est bon, nous pouvons appuyer. Mais nous, on n'a pas la décision. C'est aussi la manière, notre leadership, comment influencer sans bien cibler. Parfois, nous nous battons, nous déployons beaucoup d'énergie, mais on n'est pas allé vers la cible. Dans n'importe quel domaine, si c'est le domaine de l'agriculture, est-ce qu'on est en contact avec le ministère de l'Agriculture? Est-ce qu'on est en contact avec la Banque mondiale qui donne assez de financement dans certains programmes? Et qui gère ces programmes? Qui fait quoi? Et qui on doit effectivement contacter? Qui décide? Parce que parfois, si c'est dans le groupe WhatsApp qu'on doit discuter, il n'y a aucun décideur dans le groupe WhatsApp. Si c'est vers les partenaires, financez-nous pour qu'on fasse XY, on va vous financer. Vous ferez des ateliers, vous ferez, on va parler à la télévision. Mais on n'a pas vu Jean-Pierre Bemba, on n'a pas vu Katumbi, on n'a pas vu Modeste Bahati, on n'a pas vu, je les cite des noms, hein. On va nous prendre comment? On doit changer aussi d'approche pour bien influencer. C'est pourquoi j'ai dit maintenant, c'est là où maintenant les spécialistes et l'expertise comptent. On fait le plaidoyer, c'est bon, mais on le fait comment? Quand c'est mal fait, on le fera pendant 50 ans, on n'aura jamais de résultats. Mais vous pouvez faire un bon plaidoyer, en bilatéral, avec la personne seulement. Ça ne demande pas. Nous nous battons parfois pour les délégations. Le chef de l'État est en train de recevoir. On a pris tel, on ne m'a pas prise. Pourquoi dans la délégation, il y a seulement cette femme? Moi, on ne m'a pas prise. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la personne qui parle. Est-ce qu'elle a les aptitudes de parler et que le chef de l'État l'entende et qu'il change de position? C'est ça l'essentiel. On peut faire une délégation de 100 femmes, mais si parmi nous toutes, il n'y a aucune spécialiste en communication et en plaidoyer qui sait placer les bons mots pour faire changer les attitudes des hommes, vous avez fait quoi? Et c'est là où nous pêchons souvent. Vous voulez aller faire un plaidoyer. Quel est ce spécialiste de plaidoyer qui vous a utilisé pour dire mettez tel mot, mettez ça. Quand vous arriverez, faites tel geste. Et ça va passer. Et ça ne nécessite pas parfois une délégation de 20 personnes. Si ce sont 3 femmes calées qui sont spécialistes dans le domaine, elles vont faire changer les choses. Parfois, nous, on se bouscule dans la délégation. C'est ça notre leadership. On a fait une liste de 30 femmes. Moi, mon nom n'y est pas, donc ça ne compte pas. Moi, je préfère avoir même une femme. Vous savez qu'on peut faire un plaidoyer seulement avec Maman Denise Nyakero. Personne n'est dans la délégation. Mais nous, les femmes, on va travailler avec Maman Denise. On dit, Maman Denise, pour gagner ça, personne ne va parler, c'est vous. Et on a un résultat. Vous savez qu'il y a des résultats qu'on peut obtenir seulement avec Maman Marthe. Vous l'avez déjà ciblé dans vos plaidoyers. Vous savez qu'il y a des résultats qu'on ne peut obtenir qu'avec la fille du président de la République. C'est le plaidoyer. Le plaidoyer formel et informel. Est-ce qu'on utilise toutes ces voies-là? Vous savez qu'il y a parfois des choses qu'on peut obtenir seulement. Vous cherchez qui est l'ami intime du président de la République. Et c'est lui-là qui va aller parler de notre... Qui est l'ami intime du Premier ministre? Je ne vois pas les... C'est un peu comme... Mais les gens qui sont dans le monde compliqué, là, développent beaucoup ces tactiques. Je vois quand j'observe les gens, quand on parle de Baké Kolukabu dans les matchs ici, Vita et Mana, ces gens vous font des acrobaties impossibles. Mais nous disons que nous nous battons, mais je me dis parfois on ne se bat pas comme il faut. On doit changer d'approche. Et c'est là que quand vous nous cherchez, nous viendrons. Et chaque plaidoyer, pour chaque cas de plaidoyer, la méthode peut changer. Ce n'est pas parce que nous faisons des ateliers que chaque fois il faut faire des ateliers pour un plaidoyer. Non. Ce n'est pas que nous faisons des communiqués à la télévision et chaque fois il faut un communiqué. Non. Il faut savoir que cette personne, qui l'influence et comment il se fait influencer. Qui parle encore
Et sincèrement, je crois que les mots peuvent manquer si jamais je ne me sens en minorité là où je suis. Je suis très fier de les suivre. Cependant, je vais essayer de répondre à la demande qui m'a été faite, de parler de l'apport de l'Église dans le comportement de la femme actuelle. J'ai trouvé que la question elle est complexe, mais je vais oser dire un mot par rapport à la chose. Je veux juste vous parler parce que je suis du domaine de l'Église, mais la bonne question que je me suis posée immédiatement, c'était de savoir de quelle Église il faudrait parler quand on nous demande de parler de l'apport de l'Église, parce que l'Église, elle est plurielle. Et ici, je n'oserais pas prétendre que je vais vous parler en protestant ou en catholique ou en kimbanguiste, je vais vous parler juste comme un homme d'église. J'ai été aussi intéressé d'écouter tout ce qui a déjà été dit, mais aussi dans l'historique de la Journée internationale de droits de la femme, d'apprendre et de comprendre, comme vous le savez, que cela a commencé aux États-Unis, si ce doit être au XVIIIe siècle, dans un environnement comme celui-là, je le crois plus évangélique, et alors je crois que je suis mieux placé pour avancer. Je voudrais dire que le combat de la femme étant une question de droit avant tout, nous devons reconnaître que l'Église, et c'est par son essence, a toujours eu un apport de premier plan pour la promotion de la femme. D'abord, par son message, de un, et de deux, par sa vocation holistique. Par son message, le message de l'Église qui est l'Évangile, la bonne nouvelle du salut de l'humanité par Jésus-Christ, et sa vocation holistique, se résumant dans la propagation de ce message de l'Évangile à tout l'homme et tout homme. Ça peut choquer certaines sensibilités ici, mais comprenez ici par l'homme, comprenez en hébreu le sens de l'être humain, dit Adam, qui dans le premier texte de la création, Adam ne veut pas dire seulement homme masculin, mais ça veut dire homme tout court, être humain. Homme masculin, c'est plutôt autre chose, c'est ich en hébreu, homme au sens du personnage du sexe masculin, et qui au féminin est isha. Alors, nous devons quand même reconnaître que dans l'évolution de temps, en face de la femme actuelle, quelques critiques se sont faites au point de traiter le christianisme des misogynes. Misogyne plutôt, qui veut dire un fait qui vous pousse à haïr la femme. Et donc je disais que des critiques ont été faites au christianisme au point qu'on est arrivé à considérer le christianisme comme souffrant, comme misogyne. D'où la naissance de la théologie dite féministe. Pour la petite histoire, au XIXe siècle, dans la suite de la théologie des libérations, des aliénations qui pesaient sur la femme, est né un projet de réconciliation de l'homme, de l'être humain, homme et femme avec son corps. Dans la suite, le mouvement s'est diversifié au point de se complexifier et même de s'appauvrir. Si le féminisme a été soutenu par les églises aux États-Unis d'abord, une partie de ce mouvement deviendra anticlérical. Vers 1970, on le retrouve en Europe occidentale, et cela surtout pour la conquête de droits, pour les droits
des contraceptions, les avortements, et j'en passe. Du point de vue chrétien, la situation s'est aujourd'hui quelque peu inversée, constate Elisabeth Permentier, professeure à la faculté de théologie protestante à Strasbourg. Pour le moment, il existe une coupure entre féminisme et Église aux États-Unis, ce qu'on appelle les gender studies. Une certaine synergie s'observe en Europe, en Afrique et en Asie. Ainsi donc, on constate dans une certaine tendance féministe l'autorité de la lectrice. À partir de son contexte, c'est elle qui donne au texte biblique leur autorité et non plus directement le Christ en tant que parole de Dieu. J'explique quelque chose ici. Le féminisme, la théologie féministe a évolué, comme nous venons de le dire, mais est arrivé au point où, par moments, ce n'est plus la parole de Dieu qui donne l'autorité aux mots, mais plutôt la notoriété de la personne qui parle. Et cela se présente déjà comme un danger. Tout en reconnaissant que la réappropriation intellectuelle de la Bible par les femmes soit fondamentale, nous, comme le pense Elisabeth, nous croyons que pour évaluer la théologie féministe, il faut retenir ces 4 critères, à savoir la Bible, Dieu, le Christ et l'Église. La théologie féministe est une théologie de la libération née en Église et pour l'Église, cherchant à faire advenir une autre image de Dieu et du Christ. Et comme s'interroge Anne-Marie Reyen, professeure aussi de théologie à Bruxelles, quand Dieu est utilisé par les hommes au détriment des femmes, ce Dieu-là doit être interrogé. Mais gardons ceci, l'Église est épouse et par conséquent, elle est femme. En début de ce débat théologique, nous affirmons que l'Église a toujours joué un rôle de premier plan en accordant de l'éducation pour tous. Ainsi, la femme comme l'homme dans le monde actuel a accès au travail, facteur de son émancipation, lui permettant d'accéder à l'indépendance et à l'autonomie financière. Ce qui peut être positif ou négatif dans un cursus, dans un parcours d'une personne, et surtout si cette personne est une femme, dans un environnement juridique et socio-culturel qui ne lui est pas toujours favorable. Je ne reviendrai pas sur ce que Madame a dit, mais par mon expérience, vous pourrez retrouver certains éléments de ce qu'elle a dit. Tout commence par une question fondamentale. Comment vais-je pénétrer, évoluer et surtout m'affirmer dans un environnement scientifique et professionnel naturellement dévolu aux hommes? Je parle bien le fait d'être magistrat, j'étais ancien magistrat, substitut du procureur de la République au parquet de grande instance de Gombe, assistant de faculté, professeur, doyen dans la politique, en tant que conseiller principal du chef de l'État en matière administrative, en matière juridique et administrative, secrétaire général adjoint d'un parti politique, etc. Donc, comment m'affirmer dans un milieu qui est naturellement dévolu aux hommes? Mais avant de continuer, j'aimerais vous montrer juste une image. Je ne sais pas si les gens la voient. On va peut-être partager. C'est une image où on voit une seule femme et 3 hommes qui tirent une corde. Juste dans la salle, j'aimerais... Les ouvrages là sont là. Ah d'accord, on va, ok, ça va. Ceux qui veulent les acheter, ils sont d'accord. là, à $10. Voilà. C'était juste, c'est une image que, c'est un livre écrit par mon père et moi. Mon père est professeur aussi,
Mais je veux simplement demander, qu'est-ce que cette image vous dit, vous parle? Donc 3 hommes d'un côté et une femme de l'autre en tirant une corde. Et si vous voyez, cette femme est en train de tirer, faire toute sa force, et les 3 hommes tirent aussi de l'autre côté. Naturellement, si vous regardez l'image, puisque les hommes sont à 3, ben, la femme va tomber, n'est-ce pas? La femme va tomber parce que le poids physique fait que la femme va tomber. Mais non, il n'y a pas que le poids physique. Elle résiste. Il y a le poids de la tête. Il y a le poids du potentiel. Il y a le poids de la valeur. Ce qui fait qu'on peut avoir 1 milliard d'hommes en face, mais si vous, la femme, par une attitude non belliqueuse, vous montrez que vous pouvez aussi exister dans cette sphère-là, dévolue naturellement aux hommes, on peut y arriver, on peut vaciller, mais on reste droite. Alors, ce questionnement que j'ai posé tout à l'heure, j'en ai fait mon leitmotiv, j'en ai fait ma raison de vivre. C'est-à-dire cette espèce de fil conducteur indispensable et nécessaire pour affronter la réalité du terrain autour de la différence de traitement due au genre et surtout pour contourner le phénomène des discriminations à l'égard des femmes, discriminations qu'elles soient positives ou négatives, on le verra plus tard. Cette force, cette hargne de confronter, tout ça, évidemment, dépend franchement du milieu éducationnel dans lequel, moi, j'ai grandi, parce que je parle de mon expérience. Depuis que je suis petite, mon père m'a toujours répété qu'il a toujours voulu avoir une fille en premier enfant. J'ai douté. J'ai dit, un homme comme toi, Moulouba de surcroît du Kansai, papa, j'ai pas tendance à te croire. Je dis, pourtant c'est vrai, j'ai toujours voulu avoir une fille. Demande à ta mère. Je vais, moi, avec mon doute, je demande à maman, maman, alors c'est vrai, papa a toujours voulu avoir une fille? Oui, c'est vrai. Je dis, toi, on t'a corrompu. Il dit, non, je t'assure, c'est vrai. Il a toujours voulu avoir une fille. Quand il m'a confirmé ça, je dis, mais alors ça veut dire que moi aussi, je peux être, pas le premier garçon toujours voulu, mais cette fille, mais avoir des aptitudes à évoluer dans un monde, entre guillemets, de garçons. Et ce monde, comme maman l'a dit, un monde qui a été fabriqué de toutes pièces à cause de la société. J'ai donc grandi sans complexe. J'ai forgé ma personnalité au gré des observations de mon entourage familial au départ et social ensuite. Dans la vie active, alors, quand je grandis, après avoir évidemment terminé mes études de droit à l'université de Kinshasa, je fais une option qu'on appelle l'option droit international public et relations internationales. Je vous dis déjà que c'est une option à la faculté qui n'attire pas du tout les filles. Qui n'attire pas les filles. C'est trop compliqué, les réalités internationales, les États contre les États, la guerre, c'est compliqué. Les filles vont naturellement en droit pur, classique, droit civil. Je serai avocate des familles, je serai ici. Donc c'est tellement plus facile. Donc déjà, c'était un premier challenge que j'avais. J'entre là-dedans. Et puis après, je suis nommé magistrat, comme je l'ai dit, substitut du procureur de la République, près le parquet de grande instance de Gombe, et en même temps, j'étais assistante auprès de différents professeurs au campus de Kinshasa. Là, je prends conscience et connaissance de ma valeur et de mes potentialités. Mes potentialités qui commencent à se forger petit à petit. Et je me dis une seule phrase, et cette phrase que j'utilise jusqu'aujourd'hui, et je l'ai entendue chez maman, il faut oser, oser. Il faut oser, oser, parce que quand on n'ose pas, on s'assoit, barossa et l'abisson. Personne ne fera rien pour vous. Mais c'est dommage quand même, parce que là où c'est facile chez les hommes, nous les femmes, on doit oser 10 000 fois plus. D'ailleurs, à propos de oser, je fais un petit bémol parce que je me suis fait avoir avec cette histoire de oser. Je suis en train de donner mon cours en première licence chez les agronomes à Kimwenza là-bas. Je donnais le cours de droit foncier. J'expliquais que la terre, les certificats d'enregistrement, etc. Je l'explique que non, le certificat d'enregistrement est le seul papier qui vous confère le titre de propriété. Dans le fond de la salle, il y a un étudiant qui lève la main
qui dit « Madame le professeur, avec le respect que je vous donne, tout ce que vous dites, c'est du blablabla. » Je dis « Mais il est courageux, celui-là. » Alors la classe est en train de bouger. Il dit « Oui, c'est du blablabla. Makamozo lo baïza a soloté, maman. » Je dis « Pourquoi ?» Mais non, parce que le conservateur des titres immobiliers, il superpose les certificats d'enregistrement, le même certificat appartient à un autre, et sur terrain, ça fait un gros problème. Je lui dis, monsieur, moi, en tant que juriste, vous avez raison, je ne peux pas dire que vous avez tort. Notre système est comme ça. Mais, moi, juriste, je vous dis à vous qu'il faut oser. Oser aller réclamer ces droits-là. Et oser dire à l'autorité compétente que ce type-là, le conservateur des titres, est un escroc. Et si vous n'osez pas, vous n'y arrivez pas. Le cours arrive à la fin. Voilà que mon ami se lève, il tourne devant le pupitre, il arrive à mes côtés, il prend son téléphone et il veut faire un selfie avec moi. Je dis, qu'est-ce que vous faites? Mais madame, vous avez dit qu'il fallait oser. Je me suis fait avoir, il m'a complètement déstabilisé. Donc, oser, mais namaele, hein? Sinon on vous prend au mot. C'était juste pour détendre un peu. J'ai fait plusieurs rubriques, quelques-unes. Comment j'ai osé? Parce que tout tourne autour de oser. Oser, oser. Comment j'ai osé à la faculté de droit? En règle générale, je suis bien accueillie. Ben, c'est normal parce que je venais d'être assistante. Après la thèse de doctorat que j'ai fait en Belgique à Gand, je reviens avec mon diplôme de docteur en droit dans ma maison parce que je n'ai fait que réintégrer la maison. Voilà que les étudiants ou les professeurs ne sont pas spécialement habitués à voir des professeurs femmes. À la faculté, nous sommes à 6, je crois, quelques émérites, et nous sommes à 4 ou 5. Et dans mon département de droit international, je suis la seule femme. Bon, il y en a une qui vient d'arriver, tant mieux, je suis en train de la coacher, parce qu'elle veut souffrir. Heureusement, je dis, ben, heureusement que tu m'as... Bref. Et les hommes qui étaient là avaient tendance, dans le conseil facultaire, d'appeler messieurs les professeurs. Messieurs les professeurs, bienvenue. Dans le président, le doyen, messieurs les professeurs, soyez les bienvenus, messieurs les professeurs. Oh, oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, madame. Ah, tiens, maintenant vous m'appelez madame? Comment vous pouvez dire messieurs les professeurs? Je suis désolée. Il y a une dame. Même si c'est long à dire, vous direz madame et messieurs les professeurs. Simplement pour moi. Même pas par respect, mais par reconnaissance. Par reconnaissance. J'étais tellement fâchée parce qu'il a fait l'erreur 2 fois. La deuxième fois, chers amis, chère maman, je me lève, je tape les poings, je me lève. Bon, je ne vais pas faire le mouvement ici. Je me lève, je pointe ma poitrine bien devant. Je dis, messieurs, monsieur le doyen, regardez-moi bien. Je suis une femme, biologiquement femme. Et regardez bien, parce que je ne vous le montrerai plus. Vous allez m'appeler madame le professeur. Ah, Yosaka, non. Est-ce que moi je vous appelle madame le professeur quand il s'agit de vous? Pourquoi est-ce que moi vous m'appelez monsieur le professeur quand il s'agit de moi? Donc, c'est dans un milieu où je ne leur en veux pas. Il n'y a pas cette habitude-là. Et j'étais donc obligée de les habituer à comprendre qu'il y a désormais une femme, des femmes. Et puis après, donc, ça c'est la première anecdote, et après, je vais donc, on me choisit dans un jury de droit international. C'est un étudiant qui s'appelle, je peux le citer parce que j'aime bien, j'ai dit que ton histoire, là, je l'écris dans mon livre. Il s'appelle Lungungu Trésor. Lungungu Trésor a fait un mémoire intitulé « La réparation des dommages subis dans un État, par un individu dans un État ». C'est très droit international. Donc, réparation des dommages. Voilà, il recommence. Messieurs les membres du jury, oh oh, monsieur corrigé. Messieurs et madame membres du jury. Il y a 2 jours ou 3 jours, un professeur, je dis bien un professeur, avait publié un article dans le journal La Prospérité où elle a, parce qu'il s'agit de la professeure, où elle a essayé de nous montrer que le distinguo, la distinction au point de vue compréhension globale du concept homme et femme, c'est une construction culturelle.
je parle sous son autorité, qu'elle me corrige s'il faut, parce qu'elle est sur place. Ce professeur-là, c'est celle-là. Là, je ne parle pas comme quelqu'un qui la connaît, mais je crois que je la connais un peu plus. Mes amis, qui a dit que la femme était femme comme nous l'entendons? Qui a dit que l'homme était homme comme nous l'entendons? Si nous nous posons la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'une femme? Le pasteur est là, moi j'ai beaucoup aimé son discours. Qu'est-ce qu'une femme? Qui a fait que les dames que je vois là-bas, créées à l'image de Dieu, comme Dieu le veut, est inférieur à l'homme? Et qu'est-ce qu'un homme? Le pasteur qui est là, moi je suis là, je vois quelques hommes là-bas. Qui a dit que ces hommes-là, nous sommes différents de nos femmes? Qui a dit ça? Et pourquoi nous voulons comprendre le mot femme avec en tête la différence c'est le différent de l'homme? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi moi si doit se traduire nécessairement par femme? Pourquoi? Qui a dit ça, pasteur? Pourquoi moi si, pour comprendre ma Ndengazali, il faut le bas femme? C'est pour que le blanc peut-être comprenne, ou quelqu'un qui est étranger comprenne. Mais moi si n'est pas femme. Vous allez tous vous étonner. C'est un mot qui s'écrit en deux termes. Mo asi, c'est-à-dire moa, moto. Asi, c'est d'ici. Moto yawa. Parce que l'année a été décrétée l'année de leadership féminin à l'aide de l'excellence pendant la période de Covid-19. Alors, je me suis dit, mais on parle de leadership féminin. Quel c'est le leadership féminin? Donc, je voulais que nous puissions réfléchir ensemble avec vous, avec les intervenants, ou avec l'ONU Femmes, qui ne cesse d'accompagner. Parce que si nous avons aujourd'hui la journée de 8 mars, c'est à cause de l'ONU Femmes qui s'est bâtie malgré, à cause de ces multiples conférences, des plaidoyers, et ainsi de suite, qu'on a aujourd'hui une journée qu'on célèbre pour la femme. C'est ainsi que j'ai voulu aujourd'hui que nous puissions réfléchir par rapport à cette leadership-là. Quel exemple que nous devons, nous, les femmes leaders, montrer aux autres et accompagner des hommes qui croient à la femme, qui croient aux capacités intellectuelles que la femme a pour continuer cette lutte. C'est ainsi que nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, afin que nous puissions réfléchir. Et ça, vous avez suivi les exposés si riches en couleurs, afin que notre réflexion puisse vraiment porter des fruits. Et je suis contente que nous avons aujourd'hui ajouté un plus par rapport à nos savoirs. Moi et vous, nous avons ajouté par rapport aux expériences, par rapport aux interventions, par rapport aux apports de chacun de nous à cette journée qui vient de prendre fin. Merci. Madame, quels sont les intérêts qui vous ont poussé, la motivation qui vous a poussé de créer cette association? Parce que ce n'est pas facile pour une femme comme ça, qui a été humiliée, chosifiée, de créer une association. Quel était l'intérêt et la motivation? L'intérêt, c'est par rapport justement à cette humiliation, à cette chosification qui a fait que je puisse m'élever pour dire que je dois me battre seule. Je dois d'abord moi-même prendre conscience que je suis chosifiée, je suis humiliée, afin de me mettre debout, de demander aux autres femmes de nous accompagner pour que nous puissions lutter, afin de trouver une place au sein de la société. Et aujourd'hui, moi, je suis contente que la société congolaise et la société du monde, on accorde quand même une place de choix à la femme. Avec la dimension culturelle et surtout avec un environnement comme le Congo ici, vous pensez que ça sera facile pour vous de défendre la dignité et l'honneur de la femme? Justement, nous sommes dans la lutte et moi je crois que c'est vraiment important que nous puissions nous mettre debout pour lutter. Et on doit oser.
Parce qu'on nous a parlé là de oser. Nous devons oser. Et moi, j'ai osé. Je pense qu'un ou deux doivent venir m'accompagner pour que nous puissions continuer cette lutte et demander aux autres pour que la dignité et l'honneur de la femme là puissent aller de l'avant. Vous allez me poser la question de savoir, cette femme d'antan là, elle ne s'habillait pas comme nous aujourd'hui. Elle avait juste un truc là et donc le cache-sexe avec les seins dehors. Mais cette femme là savait comment il fallait éduquer ses enfants. Mais aujourd'hui, nous avons des habits, mais nous-mêmes, nous sommes en train de bafouer notre honneur, notre dignité. C'est pourquoi nous devons nous mettre ensemble afin que la dignité de la femme soit respectée et que c'est la femme-là, elle-même doit savoir qu'elle incarne des valeurs qu'elle doit mettre en exergue pour être respectée. On dit que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Vous pensez que, avez-vous un mot à dire par rapport à toutes ces femmes qui vont vous écouter, qui vous écoutent maintenant? Bien sûr, parce que je ne suis pas seule dans cette salle. Vous avez vu beaucoup de femmes qui sont là, qui ont cru à cette lutte, qui ont cru à ce combat, qui nous sont dit, moi-même je ne peux pas faire quelque chose. Mais il faudrait que nous puissions nous mettre nous tous ensemble, réfléchir ensemble comme aujourd'hui nous avons réfléchi ensemble pour amener plus haut notre lutte et nous faire entendre auprès des instances supérieures. Merci madame.